Eh oui, nous y sommes. Laurent Roland Toninké s'est bien installé pour nous livrer son analyse. Et puis le titre qu'il propose, le sujet ou la thématique qu'il propose ce jour, Idriss Déby Itno pour un 6e mandat entre assurance et affront, s'interroge Laurent Roland Toninké. À nouveau, bonjour Laurent. À nouveau, bonjour Loris d'abord et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Mais pourquoi le Tchad? Pourquoi le Tchad? Parce que ça nous intéresse ce matin d'en parler, parce que Idriss Déby Itno est candidat pour un 6e mandat et donc il faille en parler à cause des règles, je dirais, sans fin qu'on observe en Afrique. Je suis tenté de vous dire qu'il y a pire. Il y a bien pire et on va partir certainement qui de... n'est pas l'as, qui oui, n'est pas le meilleur dans le domaine. Il n'y a pas pire, il y a pire bien sûr, je suis d'accord, mais il faut aussi partir de cette situation. Ce n'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut les prendre comme des exemples. Il est temps que certains chefs d'État comprennent qu'ils ne sont pas les plus intelligents de leur pays qui a d'autres. Non, ce ne sont pas des exemples, mais c'est une catégorie de chefs d'État à part. On a vu le président nigérien, Mahamadou Issoufou, laisser le mandat au terme de son 2e mandat constitutionnel et qui a permis à ce que Mohamed Bazoum le remplace. Et donc on a vu les élections au Niger. C'est un exemple. Donc nul n'est le plus intelligent de son pays à vie. Il faut qu'à un moment donné, les chefs d'État décident... Mais un exemple rare, Laurent. Un exemple rare. Non, vous savez... L'exemple du Niger, c'est un exemple rare sur le continent. C'est un exemple rare, je dirais, ou bien plus ou moins. Oui, on en a vu au Bénin quand même. Depuis 1990, on n'a pas vu de chef d'État éternel. Sauf on peut citer au bout des doigts les pays qui et je crois que connaissent la sémantique du concept d'alternance. Oui, c'est vrai, c'est bien dommage. Et c'est pourquoi, justement, cette thématique nous intéresse ce matin, pour qu'on en parle. Et pour que les chefs d'État d'Afrique, qui peut-être, si le chargé de communication, le service de communication nous suivent ce matin, qui comprennent qu'ils ne sont pas les plus intelligents. Je voudrais croire que vous aurez le même courage pour aborder le cas camerounais. Ben, le cas camerounais, il faut en parler, c'est tellement... Et je crains que ce qui s'est passé à la fin de la mort, après la mort de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, se passe exactement au Cameroun quand Paul Biya mourra peut-être un jour enfin au pouvoir. Je crains que ça arrive comme ça aussi, avec des crises par-ci par-là. Il faut que certains chefs d'État aient la maturité nécessaire. On a vu en Guinée équatoriale l'autre qui a déjà mis son fils comme vice-président. Théodoro, ou bien Nguema qui a mis son fils comme vice-président déjà. Oui, appelé Théodorin par les Équato-Guinéens. Et on a vu au Gabon déjà avec Ali Bongo qui a mis Nourdine comme chargé des affaires présidentielles. Donc, c'est une maladie en Afrique. Il faut à un moment donné trouver le remède pour les dégager. Ça me rappelle ce titre d'un certain quotidien togolais qui dit qu'en Afrique, un président ne meurt pas. Il revient sous la forme de son fils. Ça, c'est vrai. Et puis, on craint, d'abord, même au Gabon, c'est même plus sous la forme de son fils. Le fils est là et le fils prépare le petit-fils. C'est la transition. Ah oui. La douce transition. Où vont maintenant la chronique, l'analyse? Laurent Roland Toninké, mais c'est qui Idriss Déby Itno? Pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas pu connaître le maréchal. Alors, Idriss Déby Itno, c'est ce Tchadien qui est né le 18 juillet 1952 au nord du Tchad. Il faut préciser qu'en le 2 décembre 1990, il a fait un coup d'État en fait, à Hissène Habré. Il a dégagé le pouvoir et le 4 décembre 1990, il a pris le pouvoir. Alors, Hissène Habré, pour parler de son parcours, il faut dire que déjà en 82, avec Hissène Habré, ils ont réussi, 81 pardon, ils ont réussi à dégager l'ancien président Goukouni Ouédéé, qui en fait s'est réfugié après en 1982 en Algérie. Et donc, depuis lors, Hissène Habré est devenu président du Tchad et puis Idriss Déby est devenu chef d'état-major adjoint de l'armée du Nord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Quand il évoluait à un moment donné, il a été nommé colonel. Et après avoir été nommé colonel, il était allé en France entre 86 et 87 pour se faire former. Et quand il est revenu, le président Hissène Habré l'a nommé conseiller à la présidence chargée de la défense et de la sécurité. Mais en 89, en avril 89, il y aura des problèmes entre les deux et les deux ne s'entendront plus. Et qu'est-ce qui se passe en 1990, évidemment, il fait un coup d'État, en fait, il chasse Hissène Habré du pouvoir, surtout, il faut préciser, avec l'aide de la France pour prendre le pouvoir. Il prend le pouvoir et depuis lors qu'il a pris le pouvoir, Hissène Habré n'a pas voulu laisser le pouvoir, Idriss Déby n'a pas voulu laisser le pouvoir, il est au pouvoir, il a organisé les élections en 96, en 2001, en 2006, en 2011 et en 2016, il a gagné tout le temps les élections. Et Idriss Déby a été fait
maréchal le 11 août 2020 au Tchad, lors du 60e anniversaire de l'indépendance de son pays. Et voilà un peu, pour être bref, la vie d'Idriss Déby à la tête du Tchad. Il faut préciser aussi qu'au-delà de ce qu'on peut reprocher à Idriss Déby, c'est que sur le plan sécuritaire, notamment face à la menace djihadiste, Idriss Déby a fait beaucoup d'efforts. Parmi les chefs d'État du G5 Sahel, c'est le chef d'État qui s'investit le plus, qui met le plus de moyens, surtout en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, pour contrer les assauts des djihadistes. Donc à ce niveau, on peut reconnaître que l'homme a fait, puisque lui-même parfois va au front et est devant la troupe pour combattre les djihadistes. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le Parlement, c'est le Parlement justement qui l'a nommé maréchal. Est-ce le rôle d'un Parlement? De toute façon, c'est le Parlement qui l'a nommé maréchal le 11 août 2020, maréchal du Tchad. Bon, ça fait tellement rire, quoi. L'Afrique étonne. Oui. Alors, Laurent Roland Tonin-Kess, il est en campagne depuis samedi, ça je ne vous apprends rien. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui vous fait vous interroger sur, comme quoi, sommes-nous entre assurance et affront? Pourquoi parlez-vous d'assurance? Alors, pourquoi je parle d'assurance et d'affront? d'affront, je vous explique. Alors voilà un chef d'État qui est au pouvoir depuis 30 ans, 31 ans, qui veut briguer un mandat. Il faut d'abord préciser que c'est en 2005 que Idriss Déby a sauté le verrou de la limitation du mandat. Et donc depuis là, il a le boulevard ouvert pour être chef d'État à vie. Il peut mourir au pouvoir comme certains d'autres, Omar Bongo, Yacine Yadema et autres. Les exemples sont légion. Donc, il a sauté le verrou de la limitation du mandat, et donc il peut être président à vie. Et pourquoi je parle d'assurance? Assurance parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il a réussi à réduire au silence tous les opposants. D'abord, il faut préciser que ces 17 candidatures qui ont été déposées pour la présidentielle du 11 avril, je précise qu'ils vont aux urnes le 11 avril comme au Bénin. Vous parlez des opposants, ceux qui n'ont pas voulu garder silence en ont fait les frais. Donc, 11 avril, comme au Bénin, les Tchadiens iront aux urnes. Et donc, c'est 17 candidatures qui ont été enregistrées, mais au fin, c'est 10 qui ont été validées. Et parmi les 10 qui ont été validées, il n'y a que l'un des opposants, Yaya Dilo Djerou, qui en fait aurait été accusé de terrorisme. Sa maison a été défoncée, donc sa mère a perdu la vie et puis quelques membres de sa famille. Mais selon un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zéné, ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont été tuées, mais c'est seulement 2 personnes et 5 blessés, selon le communiqué du gouvernement. Alors, quand cette situation est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposant Saleh Keb Zabo, en fait, qui était le plus en vue au niveau de l'opposition, a décidé de retirer sa candidature. Et à sa suite, il y a Théophile Bongoro, qui est aussi un autre candidat de la plateforme Alliance Victoire, qui a aussi retiré sa candidature. Donc, sur les 10 candidatures qu'on devrait avoir, il n'y a que 8. Donc, Idriss Déby n'a en face de lui que 8 candidatures. Et quand il sait que les plus en vue, Keb Zabo et puis Dilo Djerou sont en difficulté parce qu'il a réussi certainement à semer la terreur dans le pays, au point où certainement on se demande quel sera le taux de participation. Parce que souvent quand il y a des climats de terreur, d'insécurité, parce que si Keb Zabo a démissionné, a retiré, lui il a posé un problème d'insécurité pour sa vie et pour ses proches. Et donc, quand il y a insécurité, il y a terreur souvent dans ces pays. Vous avez vu le cas en Guinée, le cas en Côte d'Ivoire, le taux de participation est assez faible. Et ça conforte les chefs d'État qui sont au pouvoir. On a vu les résultats avec Ouattara, quand le taux de participation était faible, il est passé de la plus belle des manières, en Guinée également. Donc, il est assuré il a l'assurance que, quelle qu'en soit la situation, c'est que les autres candidats opposants qui n'ont pas la taille de Dilo, Djerou ou bien de Keb Zabo, c'est qu'il se dit qu'il sera réélu facilement. Et c'est ça l'assurance. Maintenant, l'affront, c'est quoi? Vous voyez un chef d'État qui est au pouvoir pour déjà 5 mandats, qui va à l'assaut du 6e mandat, mais qui ose dire devant les populations qui sont venues le soutenir au stade pour lancer sa campagne le 13 mars, qui demande aux pays occidentaux d'envoyer autant d'observateurs qu'ils veulent. Et qu'il est sûr de gagner. C'est-à-dire d'envoyer autant d'observateurs qu'il veut, ça veut dire que quoi? Quel qu'en soit le nombre d'observateurs qui sera au Tchad, c'est que lui, il a l'assurance de gagner les élections. Donc c'est un affront pour moi. J'estime que c'est un affront. Moi, je ne le vois pas comme un affront. Non, un affront parce que... Non seulement c'est un maréchal qui parle, et du haut de son titre
vous savez de quoi je parle. Et il ne faille pas oublier aussi la logique présidentielle sur le continent. Combien ils sont allés et l'ont perdu, si ce n'est pas le cas de 96. C'est un affront, je vous explique pourquoi c'est un affront. Ce n'est pas parce qu'ils disent, eh bien, aujourd'hui, ce peut se targuer d'avoir plus ou moins le soutien de la France qui peut dire qu'on peut envoyer autant de... Non, mais il est assuré parce qu'il est sûr d'avoir peut-être ratissé le terrain ou de ratisser le terrain. Il est sûr d'un maillage parfait. Il est sûr peut-être de ses réalisations. Et je vous précise encore une fois que nous sommes en Afrique et que c'est rare qu'un président en exercice... Quand vous suivez un peu comment est-ce que la maison de Yaya Dilo Diéro a été saccagée avec 2 morts, en fait officiellement, et 5 blessés. Pour Yaya Dilo Diéro, ce n'est pas 2 morts. Quand on regarde les conditions, les circonstances, le monsieur qu'on accuse de terroriste, et puis... il aurait refusé de répondre à une interpellation avec certains groupes armés qu'on n'a pas réussi à détailler. C'est déjà une situation de terreur qui fait qu'il a l'assurance. Et d'abord, il dit qu'il est soutenu par 113 partis politiques, sachant que les partis politiques sont différents des électeurs. Et quand ce chef d'État en vient déjà maintenant à dire qu'on peut envoyer autant d'observateurs qu'on veut, c'est un affront parce qu'en réalité, on sait bien comment les élections ont été organisées. Au Tchad, en 1996, en 2001, en 2006, en 2011 et en 2016. Il n'a pas tout le temps eu, je dirais, le soutien de tous les acteurs politiques du Tchad, mais on sait qu'il est passé. Et comme tous d'autres chefs d'État comme lui sont passés par la force. Puisqu'il a toutes les institutions à lui. Et vous pensez que ça doit continuer? Ce n'est pas à penser au fait. C'est une logique en cours. De toute façon. Et la logique... Il est tellement rassuré qu'il pourra gagner les élections. Et en même temps, il lance un affront. Parce que s'il dit qu'on peut envoyer autant d'observateurs dans son pays, on attend de voir. Parce que même s'il a des succès sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, rien ne dit qu'au Tchad, tout va bien. Allez questionner les Tchadiens. Il y en a qui ont des problèmes, qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Malgré la richesse de ce pays. Donc c'est autant de choses qu'on doit pouvoir relever comme défi dans ce pays, plutôt que de chercher à se maintenir au pouvoir, parce qu'on a peut-être le soutien de certaines puissances étrangères. Oui, mais Laurent, à quand la fin des immortels au pouvoir en Afrique? À quand la fin des immortels au pouvoir en Afrique? Il faut que les jeunes de ces pays prennent des responsabilités. C'est vrai que parfois, quand vous regardez la manière dont les jeunes dans ces pays d'Afrique se comportent, ils semblent être encore pires que ceux que nous dénonçons aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut qu'une nouvelle génération prenne le devant des choses pour pouvoir, à un moment donné, siffler la fin de la récréation. Ce n'est pas nécessairement pas la violence, parce que dans certains pays, les gens pensent que c'est en posant des actes de violence, de vandalisme, qu'on peut arriver à dégager un chef d'État. Un chef d'État qui est au pouvoir est dégagé par la violence à une seule condition, si et seulement si ce chef d'État ne protège plus les intérêts, ne sauvegarde plus les intérêts de la puissance étrangère qui est mère patrie de ce pays. Si ce n'est pas ça, vous allez tout casser, mais il sera toujours au pouvoir. On a vu dans plusieurs pays, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu en Guinée. Une fois que ces pays présidents ont encore le soutien de certaines puissances, vous pouvez tout faire. Par contre, une fois que les intérêts des multinationales sont sauvegardés. Par contre, quand vous allez dans d'autres pays et que vous regardez peut-être que ça se passe, une fois qu'un intérêt de ces multinationales ou bien de ces puissances est vendangé, ne soyez pas surpris que le chef d'État qui est là, qui n'a pas été capable d'assurer la sécurité, soit dégagé, parce que eux, c'est leurs intérêts, ils n'ont pas d'amis. D'ailleurs, le général de Gaulle l'a dit. Alors, à quand la fin des mandats sans fin? Il faut être clair. Aujourd'hui, en Afrique, quand on prend le cas du Cameroun, quand on prend le cas du Gabon, du père au fils et au fils au petit-fils, le cas de la Guinée équatoriale, le père qui peut toujours continuer à être président de la Guinée équatoriale, qui malheureusement a positionné son fils comme vice-président, qui certainement prendra la main. Quand on va au Togo à côté avec Yacine qui est décédé, mais son fils fort, qui est le plus fort des Togolais, qui continue de régner en maître. Quand on considère ces exemples, on se demande si en réalité c'est qui est président élu. Et puis, tenez-vous tranquille, le président de la Commission de l'Union africaine est un Tchadien. Et donc, on attend, je veux bien croire que ce président de la Commission de l'Union africaine ose dire à Idriss Déby de quitter le pouvoir. Je dirais, un griffe, les loups ne se mangent jamais entre eux. À un moment donné, ils se soutiennent.
Parce que quand l'autre te soutient, quand tu viens, tu te retrouves dans la situation, on te soutient aussi. On a vu le soutien de la peine voilée de la CEDEAO à Ouattara et à Alpha Condé. Donc, ce n'est pas évident que ça finisse, mais il faut une nouvelle génération d'Africains avec une nouvelle mentalité pour venir à bout de cette situation. Autrement, c'est qu'on va perdurer dans cette situation où des familles sont au pouvoir. Et au Gabon, je m'amuse à dire, le Parti démocratique gabonais, qui est PDG du Gabon depuis plus de 40 ans. Je me dis, dans ce cas, pourquoi ces présidents ne tentent pas une révision, une conversion de la République en monarchie pour être plus serein, hein, pour se passer de tout? Oui, justement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'au-delà de ce que ces pays ont le soutien de la France et de la Belgique, c'est un pays qui était les colonisateurs, c'est qu'il y a un pays qui au moins n'est pas dans le jeu de ces mandats, de ces présidents à vie au pouvoir, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont respectueux du principe démocratique. Donc, aucun chef d'État en Afrique ne peut oser vouloir changer le système démocratique en Afrique, même s'il a le soutien de la France. Encore que la France ou la Belgique, c'est des pays démocratiques. Bon, maintenant, quand vous, au-delà de tous ces pays puissants également dont on parle, ont une ligne à ne pas franchir. Parce que quand ça vient à un niveau donné, ça bouscule aussi les intérêts des États-Unis. Et bonjour les conflits diplomatiques. Donc voilà autant d'éléments. Il faut carrément une nouvelle génération d'Africains qui ait une pensée différente de ceux-là qui sont là maintenant, qui puissent comprendre. On a vu l'exemple de Mahamadou Sifou, je l'ai dit à l'entame, au Niger. Si les chefs d'État peuvent comprendre qu'au-delà de tout, quand vous finissez votre mandat constitutionnel, que vous devez partir, que vous ne pouvez pas être le plus intelligent à vie, je crois que c'est bien. On a vu comparer, après sa chute du pouvoir, ce qu'il est devenu du côté de la Côte d'Ivoire, avec tous les honneurs, tous les avantages que Ouattara lui a accordés. On voit dans quelles conditions il vit aujourd'hui. Donc, ces chefs d'État doivent pouvoir comprendre qu'après le pouvoir, il y a une vie. Et si on ne fait pas attention, on a vu, regardez le président nigérien Obasanjo qui se promène. Il est à l'aise. Serein. Goodluck Jonathan qui est parti, c'est vrai que lui, il a été surpris par Buhari qui est allé en coalition avec d'autres pour le dégager du pouvoir, mais il est serein. Donc, il faut que ces chefs d'État comprennent que pour leur intérêt, pour l'intérêt de leur famille. On a vu le président tunisien, quand il a été dégagé, avec une maison remplie d'or et autres là, il est en exil, il est mort en exil. Autant de situations. Donc, ces chefs d'État doivent comprendre que, au-delà de ce que, quand vous avez un pouvoir, aucun pouvoir n'est éternel, seul Dieu est éternel. Comme quoi, tout finit par finir. Tout finit par finir. Et vanité de vanité. Autant mieux, à un moment donné, raccrocher. Merci Laurent.